recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et un invité m'accompagne. Avec lui, on fait l'analyse. Attention, attention, il y a bien danger. Il semble que le pays se prépare pour se doter d'une nouvelle constitution. Un groupe de députés avec en tête le professeur Mbata serait à la manœuvre, je parle au conditionnel. Du coup, les voix s'élèvent pour dire attention, il y a un piège. Qu'est-ce qu'il faut pour modifier la Constitution? Faut-il modifier la Constitution que nous avons? Y a-t-il le bon, y a-t-il le mauvais dans cette Constitution? On parle un peu de ça. On revient sur l'arrestation de M. François Béat. Plus de 20 jours. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que l'ANER a-t-il le droit de pouvoir garder cet homme-là? On parlera aussi des élections. La guéguerre Kazadi, Kadima, le report des élections de gouvernement. Beaucoup estiment que c'est l'Union sacrée qui aurait donné l'ordre. Le temps pour lui d'harmoniser ses listes. La CENI a repoussé donc les élections. D'autres questions importantes qui retiennent l'actualité seront donc à la une. Je suis heureux et très heureux même de recevoir sur ce plateau un pionnier de cette chaîne, c'est Maître Hervé Diakié. Maître, bonjour. Bonjour cher Perrault, c'est toujours un grand plaisir. Un grand plaisir, je parle de pionnier. Cette chaîne, on l'a commencé entre autres avec vous quand on faisait encore les émissions sous les arbres. Oui, sur les arbres, mais ce sont les faibles commencements. Je n'ai jamais douté un seul instant que sous ces arbres-là, la graine qui était sémée allait devenir un grand baobab. Donc c'était pour moi rien à faire, un grand plaisir d'être associé au début d'une grande œuvre. Je suis heureux de vous retrouver. Maître, vous êtes avocat, vous êtes acteur de la société civile, mais il vous manque un pas. Pourquoi vous n'entrez pas? Vous ne devenez pas acteur politique carrément? D'une certaine manière, surtout pour les mouvements citoyens, nous sommes sous la casquette société civile, nous agissons sur la scène politique. Mais à la différence des acteurs politiques, nous n'avons pas vocation à conquérir le pouvoir ou à l'exercer. En 2023, vous ne serez pas candidat? En temps utile, vous serez fixé. Normalement, la constitution de notre pays et les lois qui régissent notre pays sur l'exercice de l'action politique déterminent des critères en ce qui concerne l'exercice des mandats publics ou la conquête des mandats publics. J'ai rempli ces critères. Mais pour le moment, ce n'est pas ma grande priorité. Donc la vocation n'y est pas. Vous ne vous sentez pas député national ou je ne sais pas moi. Donc c'est... Vous serez fixé en temps opportun, mais aujourd'hui, pour porter les discours politiques, vous l'avez déjà. Ça la politique, ça. Pour porter, mais que ça sente la politique, en soi, est-ce un péché? Ce qui est politique, c'est la gestion de la cité. Je n'ai pas besoin d'un mandat des députés ou des ministres aujourd'hui pour porter la voix de mes compatriotes et la porter efficacement. Je l'ai portée dans le combat du RAM. Et nous sommes parvenus à faire reculer ces gouvernements. Et nous sommes déterminés à aller maintenant réclamer l'argent qui avait été indûment perçu. Pour ça, je n'ai pas eu besoin d'une casquette des députés. Bien au contraire, eux, ils s'étaient alignés et peu ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Bon, aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir dans les réseaux sociaux qu'apparemment, nous aurions été plus nombreux que ça à réclamer. Peu importe, l'objectif a été atteint jusqu'à une certaine manière. Donc, si à un moment donné, je voudrais donner à ma voix beaucoup plus d'autorité dans un contexte où ma décision comptera, je n'hésiterai pas à prendre une casquette politique et à conquérir pour ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Je ne dis pas que demain, ça ne changera pas. On parlera des rames vers la fin de cette émission. Dans la casquette d'acteurs de la société civile, vous êtes à la fois au CLC, on va évoquer ça, mais vous avez aussi été, ou vous êtes encore, porte-parole des Congolais debout, de monsieur Sindika Dokolo, paix à son âme, un grand homme qui a fait beaucoup pour ce pays dans le cadre de l'éveil patriotique. J'ai reçu un message ou un appel des gens qui estiment que vous êtes parmi ceux qui ont installé une léthargie au sein de ce mouvement depuis la mort de M. Sindika Dokolo. Que deviennent les Congolais debout après Sindika Dokolo? Vous voulez nous dire quoi?
c'est comme Wenge, c'est comme Viva la Musica, Papa Wemba est parti, tout est parti, monsieur. Non. Pourquoi vous ne faites pas des congrès? Pourquoi vous ne redonnez pas souffle à cette organisation-là après la mort de Très bonne question, et ça démontre l'intérêt que les gens manifestent à notre organisation. Donc, je vous précise déjà, j'ai eu lors nous avions commémoré, où nous parlions du décès des syndicats, paix à son âme, je vous avais expliqué que j'avais une mission. J'avais une mission d'installer, de donner tête au Congolais debout pendant son exil à l'étranger. C'était ça la mission que j'avais eue. Et à ce titre, j'avais mandat de porte-parole, avec plein pouvoir d'installer et de faire fonctionner l'organisation. C'était dans le combat pour l'alternance. Par après, effectivement, après les élections, quand il y a une certaine normalisation, j'ai été prêté au CLC. J'ai été prêté au CLC parce que les CLC collaborent avec les mouvements citoyens et ils devaient aussi assurer une certaine représentativité de membres qui collaborent avec la structure. Et en ce moment, les porte-paroles du CLC avaient démissionné et été appelés à autre chose. Donc j'ai dû, pour les nouvelles actions du CLC, continuer à prêter main forte. N'oubliez pas, à l'arrivée des syndicats, avant son décès, les Congolais debout avaient tenu leurs assises. Et il y avait eu une autre organisation. Donc en ce moment-là, je n'étais plus l'une des têtes d'affiche de l'organisation. Donc vous avez quitté les Congolais debout avant la mort de... J'étais en détachement. Non, donc vous savez, ma mission a été plus le combat pour l'alternance. Je n'ai jamais quitté les Congolais debout. J'en suis membre et très fier, parce que c'est quand même un combat que j'ai mené ici, sans fausse modestie. J'en ai assuré une grande visibilité. Je ne peux pas du tout lâcher cette organisation. Et surtout qu'aujourd'hui, Syndicat est décédé, c'est notre devoir que de perpétuer ces souvenirs. C'est que je vais juste fixer les contextes. Donc à partir du moment où j'ai été un peu plus actif vers les CLC, avec l'accord de mon organisation, il y a eu un autre comité qui a essayé de faire fonctionner le mouvement. Donc je ne tiens pas à émettre un jugement sur ça. Toujours est-il que peut-être c'est ça le moment où on a constaté peut-être la léthargie ou quoi que ce soit, ou les difficultés qu'ils ont connues aussi après les départs des syndicats. Ça a été un grand choc, et aussi Covid agissant, donc il y a eu pas mal de situations, mais moi j'étais en détachement. Donc vous n'y êtes pour rien? Absolument pour rien, parce que les gens doivent le dire, parce que moi je peux vous montrer les messages. Beaucoup, non, parce que les gens... Parce que vous étiez la tête visible, les gens sont tellement habitués à me voir en tête de pont qu'ils n'ont même pas réalisé à quel moment je n'y étais plus, et donc ils ont cru, parce que là où moi je pars sans chercher à m'inventer, mais là où je pars, j'essaye de mettre le plus possible des dons que Dieu m'a dotés au rayonnement de l'organisation. Et c'est comme ça que je suis allé au CLC. Je ne pense pas que j'ai été un porte-parole médiocre. De la même manière, je n'ai pas été un porte-parole médiocre au Congolais debout. Maintenant, on peut rassurer les amis aussi, il y a eu un nouvel organigramme des Congolais debout qui a été mis en place. Et vous n'êtes pas dans le commandement dans cette affaire? Non, je ne suis pas dans le commandement. Il n'empêche que la nouvelle équipe m'a aussi contacté pour me dire qu'à tout moment, elle pourra recourir à mes conseils. Mais c'est qui le président actuellement? Alors maintenant, il y a un coordonnateur qui est M. Salva Mbele, et un monsieur très dynamique, parce que j'ai eu à collaborer avec lui à l'époque où nous lancions les mouvements, et il était dans des groupes des fers de lance du mouvement. Donc je suis sûr qu'aujourd'hui, le mouvement va prendre encore l'allure qu'on lui connaissait et qu'on lui reconnaît. Messieurs les téléspectateurs, vous avez la réponse. Donc ne prenez pas Maître Hervé Diaké, c'est comme responsable. Maître, avant d'entrer en profondeur par rapport à ce pourquoi je vous ai appelé, vous suivez la situation à l'international. La Russie vient d'envahir l'Ukraine. Quelle est votre lecture? Vous vous dites quoi? C'est la faute des impérialistes qui ont amené l'Ukraine à vouloir absolument entrer dans l'OTAN, ou c'est la faute de la Russie? Comment voyez-vous la chose? Beaucoup d'Africains, ceux que moi j'ai contactés, estiment qu'il faut que nous ayons des gens comme ça, comme Poutine, qui sont capables de regarder l'Occident en face et lui dire ça c'est pas normal, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors, il y a juste un problème, c'est qu'effectivement, nous sommes en train de transposer nos frustrations et nos colères contre l'Occident par rapport à la règle du droit qui doit fonctionner en matière de droit international. Le peuple ukrainien est souverain.
Okay? Si la Russie commence à dire que j'ai des minorités russophones en Ossétie, en Crimée ou ailleurs, et ça me donne le droit d'envahir, c'est exactement l'argument que Hitler avait mis en exergue pour aller envahir les autres États, notamment pour les Sudètes, et c'est comme ça aussi que l'Autriche a été annexée. On ne peut pas fonctionner comme ça. Non, mais l'Amérique a fait ça aux États. En Irak, on a là tué Saddam Hussein, non? C'est pourquoi j'ai dit. Ou bien nous la France est venue tuer chez nous ici Saddam Hussein, non? Pero c'est très simple. Où nous transposons cette logique. Kadhafi? Où nous transposons cette logique en tout. Et dans ce cas, le monde devient la loi de la jungle, la loi du plus fort. Vous allez aboutir à quoi? Vous aurez des guerres asymétriques. Ceux qui ne savent pas vous affronter frontalement vont se transformer en terroristes. Puisqu'ils ne savent pas gagner la guerre sur terrain, ils viendront déposer des bombes dans vos maisons et dans vos administrations. C'est aussi simple que ça. Ou alors nous disons que la société doit fonctionner avec un certain nombre de droits et que ce n'est pas parce que les Américains ont fait ceci, ça donne le droit aussi maintenant à Poutine d'agir à sa manière. Les Ukrainiens sont souverains, ils ont le droit de choisir leurs alliés. S'ils ne veulent pas être des alliés de la Russie, c'est leur droit. Parce que nous, ici, nous disons que Kagame essaie de balkaniser notre pays ou de soutenir des minorités d'origine tutsi ou rwandophone. Alors, si maintenant il utilise cet argument pour aller annexer Minembwe ou Moulengue, on dit quoi? Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il ne faut pas brandir la Russie comme étant une sorte de, disons, la situation de la turpitude des États-Unis et des États occidentaux comme étant un argument, un blanc-seing pour permettre à Poutine aussi de faire ce qu'il veut. Moi, je ne pense ni aux Américains, ni à Poutine, je pense aux Ukrainiens. Je dis c'est un peuple souverain, il a le droit de choisir avec qui il doit être allié et le droit de refuser d'être les vassaux de Poutine. On n'a pas attaqué la Russie. L'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. L'Ukraine n'a manifesté aucune intention hostile vis-à-vis de la Russie. L'Ukraine a juste estimé qu'il voulait être dans un regroupement militaire, dans un traité. Non, mais on comprend que géostratégiquement, Poutine ne peut pas accepter quand même que l'OTAN arrive devant sa porte. Mais l'OTAN, c'est ça le problème. Poutine a son armement, non? Eh ben, son armement peut attaquer l'Europe sans forcément qu'il n'ait à envahir la Russie. Ça, le peuple ukrainien n'est pas la porte de la Russie. Le peuple ukrainien est un peuple, il est dans son pays. Il est libre, il est indépendant. Il est souverain. Il faut qu'on respecte la souveraineté des États. Donc, et moi, j'étais très impressionné par les discours de l'ambassadeur du Kenya aux Nations Unies, qui a dit que nous sommes victimes de frontières coloniales. Nos peuples se sont retrouvés entre plusieurs pays du fait colonial. Il n'empêche que nous avons accepté de vivre dans nos frontières. Alors, si chacun, au nom du fait que nous avons des intérêts stratégiques parce qu'une de nos populations se trouve de l'autre côté de la frontière, on doit commencer à envahir. Donc l'Angola pourra aussi venir annexer le Congo central, ou le Congo-Brazzaville va dire bon, on a beaucoup de Balari de l'autre côté. Ils sont d'ailleurs de l'autre côté du fleuve. Tout ce qui est Luozi et les 10 secteurs. Donc ce sont nos frères, les Balari, on les annexe et on fait quoi? On fait quoi? Dans un moment donné, il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire où la puissance nucléaire, vous savez, l'arme nucléaire, on rigole, on en parle comme ça, mais le problème, c'est comme un boomerang. On ne l'utilise qu'une fois. Après, vous aurez aussi les contre-coups. C'est une arme de dissuasion. Mais si vous devez effectivement l'utiliser, d'autres aussi en possèdent. Et ils peuvent aussi vous rayer de la carte. Dans le principe de l'arme nucléaire, vous ne savez jamais quand vous aurez les retours, si vous survivrez. Donc, on doit éviter tout ça. On doit éviter tout ça et ça ne sert à rien à cause de l'ego des dirigeants. Moi, je maintiens, le peuple ukrainien est souverain. Ça ne veut pas dire que tout ce que les Américains ont fait dans le monde est bon, mais pour moi, je pense à un peuple souverain qui a le droit de choisir ses alliés et ce qu'il est en train de faire est une invasion et c'est condamnable. Et donc là, vous soutenez aussi les Mali quand ils chassent la France, quand ils signent avec Wagner, tout ça, quoi. Évidemment. Ok. Évidemment. Moi, je pars du principe, on est souverain, on a le droit de choisir ses alliés. D'accord, d'accord. Allez, on revient à l'actualité. Maître, l'actualité est tellement abondante dans le pays, mais je vous ai fait venir parce que, bon, n'oubliez pas que vous avez la casquette aussi des consultants dans cette chaîne. Et oui. Il se pose un problème. Depuis un temps, il y a des rumeurs, je sais que vous êtes aussi bien introduit, sur une sorte de, non seulement de la révision de la Constitution, mais du remplacement carrément de la Constitution. On cite Mbata, la commission PAJ, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, je ne confirme pas. Quelles sont les informations dont vous disposez, vous? Est-ce que vous sentez que il y a des manœuvres du régime pour remplacer la Constitution que nous avons actuellement? Alors, écoutez, j'espère que je me trompe.
Parce que vous citez les noms d'une personnalité qui a combattu pour cette constitution, comme le professeur Mbata. Nous étions ensemble dans le combat. Le combat, lorsqu'on a voulu changer la constitution, lorsqu'on a voulu déverrouiller, lorsqu'on a voulu modifier les modalités de désignation du président de la République. Donc j'espère vraiment que nous nous trompons. Et je n'imagine pas, parce que tous les arguments scientifiques et pertinents que le professeur Mbata avait développés, je ne pense pas qu'il soit celui-là qui serait parmi ceux qui vont prêter main forte à cette entreprise des SAP de nos institutions. Je ne crois pas. Mais voilà, je vais vous donner maintenant mon avis sur l'enjeu à ne jamais toucher à la constitution de 2006. À ne jamais? À ne jamais toucher. Venez, j'en viens. Vous êtes juriste. J'y arrive. Laissez-moi. Allez-y. J'y arrive. Je trouve pas seulement que le mot jamais est trop exagéré. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Une constitution, c'est un esprit et c'est une lettre. Et je veux vous accordez-moi un peu de temps. Donc l'enjeu qu'il y a à ne jamais y toucher avec autant de désinvolture et de légèreté. Parce que derrière tout ça, il y a eu une histoire et il y a un avenir. Alors, premièrement, cette constitution aujourd'hui, au mois de février, va totaliser 16 ans. Okay, parce qu'elle a été promulguée en... Elle a déjà totalisé, c'était le 18 février. Voilà. Donc, nous sommes le 25 aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà le problème. Qu'est-ce que cette constitution? Cette constitution a d'abord une légitimité la plus large possible parce qu'elle a été adoptée par référendum, par tous les peuples congolais. C'est une constitution adoptée par tous les peuples congolais. Je le sais d'autant plus que j'étais parmi les organisateurs de ces référendums de 2005, parce que j'étais le coordonnateur provincial de la CEI au Congo central, le Bas-Congo à l'époque. Donc tout le peuple congolais s'est rendu pour la première fois dans les urnes, avant même d'autres élections, pour adopter cette constitution en 2005. Donc elle a une légitimité nationale. C'est déjà un élément important pour voir pourquoi on ne doit pas y toucher avec autant de désinvolture. Si on doit y toucher, on repassera par le référendum. Hein? Justement, allons-y. Parallélisme des deux. Comment vous dites? Parallélisme des formes. Des formes. Parallélisme des formes. Ok. Des deux. Cette constitution... C'est lui qui a fermé à le pouvoir des... A dans son sein... De rouvrir. Cette constitution a dans son sein les mécanismes, les dispositions à réviser. Et des dispositions auxquelles il ne faut jamais toucher. Notamment la durée des mandats présidentiels, c'est ce qu'on appelle le verrou, la forme républicaine de l'État, les compétences reconnues aux provinces. Maintenant, vérifions une chose. Quand vous prenez les préambules, donc là on vous donne maintenant l'esprit, pourquoi nous avons eu cette constitution? Le préambule, c'est qu'on vous dit, jusque-là, le pouvoir en République démocratique du Congo a été exercé ou conquis par la violence et exercé par la violence. Il n'y a jamais une alternance du fait de la volonté populaire. Et que les mécanismes de l'exercice du pouvoir étaient un mécanisme verrouillé autour d'un individu ou d'un groupe d'individus. Raison pour laquelle nous avons connu quoi? Des guerres, des balkanisations de fait, des frustrations et l'éclatement du pays. Il a fallu donc que les Congolais se retrouvent à nouveau autour d'une table, lèvent les grandes options de ce qu'on appelle les compromis politiques global et le nouvel ordre politique pour qu'enfin on puisse donner les grands principes qui vont désormais nous gouverner pour éviter de revenir à la case de départ. Ça, c'est l'esprit. Maintenant, en son sein, cette constitution reflète 2 ou 3 compromis que je vais vous donner rapidement et je vais vous donner des pistes pour éviter d'entrer dans ces jeux dangereux. Le premier compromis que cette constitution comporte, c'est un compromis entre les tendances fédérales de ces pays et les tendances unitaristes. Raison pour laquelle, et ce n'est jamais respecté malheureusement, et ça, on ne va pas dire c'est la faute au régime Fachi, même le régime Kabila a été parmi les premiers à ne pas respecter ces principes, raison pour laquelle on avait reconnu aux provinces une autonomie, un droit de retenue, pas de rétrocession, de retenue à la source de 40% de leurs ressources, pour permettre aux provinces d'avoir les moyens nécessaires de gérer leurs propres recettes et de permettre à la population, à la base, de s'assumer.
Et aussi, il fallait mettre en place des institutions élues jusqu'au niveau municipal et local, ce qui n'a toujours pas été le cas. Donc la volonté était une très forte décentralisation. On ne l'a pas fait. Pourquoi? C'est ça, parce que les compromis entre les fédéralistes et les unitaristes, c'était que on reste sous une forme unitaire, on n'entre pas dans le fédéralisme, mais on donne aux provinces des pouvoirs propres, des compétences propres, même des institutions propres. Un gouvernement provincial et une assemblée qui contrôle ces institutions. Mais tous nous restons sous la forme unitaire. C'était un compromis. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire de ces pays. On a eu la sécession du Katanga, on a eu la sécession du Sud Kasaï, et on a toujours des velléités autonomistes parce que, et puis il y a eu la balkanisation des faits avec les rébellions. Nous avions un pays entre 4 pôles. Vous aviez les pôles RCD soutenus par le Rwanda, qui prenaient l'ensemble du Kivu et une grande partie du Kasaï. Vous aviez le pôle MLC, soutenu par l'Ouganda, une grande partie de l'Équateur et la province orientale, et on avançait un peu. Vous aviez la partie RCD-KML, les constellations, et la partie gouvernementale. Donc c'était une sécession, parce que ces entités-là obéissaient à leur chef, ils n'obéissaient pas au pouvoir central. Et d'ailleurs, nous avions des gouverneurs qui étaient nommés à Kinshasa ici, qui n'avaient jamais rejoint les provinces. Donc ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a longtemps là. Là, nous parlons de 97 jusqu'à, disons, 2002 ou 2001 avec les accords de Sun City. Il n'y a pas longtemps qu'on a vécu ces choses. Et d'ailleurs, j'ouvre une brèche. La plupart des acteurs qui ont pensé ce compromis qui va être traduit en constitution sont en vie. Je vous suggérerai quelques noms et je vous le donnerai à la fin. Vous ferez mieux de les inviter aussi. Donc vous avez ces compromis-là entre unitaristes et fédéralistes. Ça ne rend toujours pas les Congolais esclaves. Oui, non, la constitution, non, c'est pour vous dire quel a été le processus du raisonnement politique. Une constitution, c'est l'encadrement juridique des faits politiques. Je vous cite des éléments factuels. Nous venons d'une guerre. Les gens se sont entretués et ces pays ont été découpés. Pour les ramener, il fallait les rassurer. Et pour les rassurer, dans le cadre de l'unité nationale, ils vont dire ce en quoi on croit. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons, vous savez que les provinces sont en train de grogner. Vous avez des provinces qui n'ont même pas de candidats gouverneurs. Vous avez des provinces qui ont eu des gouverneurs qui n'ont pas su diriger. On a des réels problèmes. Tout ne se traite pas qu'à Kinshasa. Et l'État des sièges a encore reflété une réalité du non-contrôle de l'État sur toute l'étendue de son territoire. Donc ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Nous sommes... C'est cette constitution ici qui permet de garantir un certain équilibre des réalités politiques de notre pays. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc je vous ai donné déjà un élément de ces compromis-là. Donc si vous y touchez, juste parce que vous avez des raisons électoralistes à faire prévaloir, c'est un danger, c'est jouer aux apprentis sorciers, c'est carrément jouer aux pyromanes. Parce que les effets retours, c'est que vous n'avez aucune garantie que nous allons encore préserver l'unité nationale, que nous allons encore préserver les droits reconnus aux provinces, que d'ailleurs on n'a jamais respectés. Juste là, je vous ai donné donc le premier compromis unitariste et fédéraliste. Je vous ai aussi... je voulais surtout vous préciser ceci. Deux fois parmi les arguments, les arguments fallacieux et spécieux, mais ça c'était même quand on voulait changer la constitution sous Kabila pour faire sauter les verrous. Parler, c'est un compromis des belligérants. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On sait le contexte. La Constitution voulait contenter les belligérants. Il n'y avait pas une certaine intelligence froide, réfléchie sur le pays. La Constitution, vous êtes juriste, vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de coquilles, d'anormalités dans cette Constitution. Maintenant que le pays a retrouvé sa paix, le pays a organisé 3 cycles électoraux, on suppose que la démocratie s'est installée. Pourquoi devons-nous nous imposer, nous, une Constitution élaborée dans un contexte de belligérance où les gens s'est protégés, où les gens... Maître, c'est une question de rationalité, non? Raisonnons ensemble. Avant de vous répondre, j'avais oublié de vous dire que cette Constitution aussi, c'était un compromis entre ceux qui voulaient, qui ne voulaient plus d'un pouvoir présidentiel fort qui étouffe les institutions et ceux qui voulaient d'un régime non présidentiel. Okay? Parce que nous en étions là, jusqu'à cette constitution, nous avions des présidents pères de la nation, il y a eu Mobutu, il y a eu Mouzé, et à un moment donné, il fallait donner plutôt aux institutions une grande prégnance. C'est pourquoi vous avez un président bien qu'élu au suffrage universel, il y a un gouvernement qui lui rend compte à l'Assemblée nationale.
et qui peut être démis par cette Assemblée nationale. Alors que le président, lui, garde sa stabilité pour les symboles de l'unité nationale. Or, dans l'État, nous avions un gouvernement qui n'avait aucun compte à rendre à la représentation populaire et qui ne dépendait que du président. Et malgré le fait que ce gouvernement pouvait être totalement nocif ou inutile, il pouvait toujours rester en fonction. Alors maintenant, je vais raisonner avec vous. Je ne vais pas faire des jugements des valeurs. Je vais être factuel avec vous. Lorsqu'il y a les compromis politiques globaux, donc entre les belligérants, ainsi que la société civile, et les partis politiques non armés, c'est l'accord de paix de Sun City. On est bien d'accord. Accord de paix de Sun City, comme on dit, mais qui a été signé à Pretoria en réalité. Cet accord de paix ne crée pas la constitution de 2006, Pero Luara. Cet accord de paix crée la constitution de la transition. La constitution de la transition qui va de 2001 en 2005. Bon, disons en 2006 quand on promulgue la constitution. Où on crée l'espace impulsable. C'est là où on a contenté les belligérants. Puisqu'il y avait un président et 4 vice-présidents, et parmi les 3 vice-présidents, issus des mouvements armés, et un vice-président issu de l'opposition. C'est là où on a contenté les belligérants. Mais la constitution originale... Non, procédons. C'est important, parce que souvent, nous répétons la même ancienne, et les gens finissent par croire que c'est vrai, parce qu'ils n'ont jamais eu une contestation factuelle. Vous voyez, je vous dis quand est-ce qu'on a voulu qu'on contenter les belligérants. On a même créé une assemblée nationale dans laquelle toutes les composantes et entités se sont retrouvées. Mais c'est cette assemblée-là qui est le constituant originel des... Très bien. Et elle est issue de quoi, cette assemblée-là? On dit la même chose maintenant. Non. Nous progressons. Parce que vous aviez dit, je vous ai montré là où on a voulu contenter les belligérants. Ok. Maintenant, et je vous invite d'ailleurs, après cette émission, il y a des personnes que j'aimerais, pendant qu'elles sont encore en vie, que vous puissiez inviter sur ce plateau et parler de cette constitution. Je vous conjure d'inviter Olivier Kamitatou Etsou. Il était président de l'Assemblée de la transition à l'époque, qui a participé à l'élaboration de la constitution de 2006. Et aussi comme il a participé à tous les processus de paix, notamment que ce soit ils ont commencé, je crois, à Gaborone, Lusaka, Windhoek, tout ce dont il sera très bien placé pour donner l'évolution de ces compromis. Invité aussi, je crois, le professeur Mova, Henri Mova Sakani. Il était, je crois, parmi ceux qui étaient dans cette commission préparatoire à l'élaboration de la Constitution. Nous autres, moi, quand j'étais à la CEI, c'est quand le document a été produit que nous l'avons présenté au peuple pour le référendum. Mais là où justement l'argument ne tient pas, vous comprenez qu'en ce moment-là, nous, on n'a plus de belligérants. Ils ont déposé les armes. Ils étaient belligérants avant l'accord. Ils ont eu leur quota pendant la transition. Mais quand on a élaboré les textes, donnez-moi un seul texte ici qui donne la place à un belligérant. Quel belligérant? Il n'y a aucun. Citez-moi un seul article de cette constitution qui dit ça, c'est le poids qu'on donne aux belligérants. À quel niveau? La réalité, et c'est quoi, cher Pero? La réalité est que cette constitution a résisté aux tentatives de pouvoir à vie. C'était même le but. Je vous ai dit que c'était une constitution qui a été conçue pour être un compromis entre le pouvoir fort d'un individu ou d'un groupe d'individus et ceux qui ne voulaient plus de ces pouvoirs et voulaient juste des institutions parlementaires. On a trouvé un compromis. On dit on aura toujours un président élu au suffrage universel qui va assurer le bon fonctionnement du bon fonctionnement des institutions et de la nation, mais le gouvernement ne dépendra pas seulement de son bon vouloir, mais il mais qui vous dit que si on remplace la Constitution aujourd'hui, on va d'une certaine manière mettre mal à l'aise tous ces principes-là? Peut-être que le remplacement de la Constitution aura ce modèle-là, mais il y aura des choses qui seront touchées. Ah ben c'est très simple, parce que c'est toujours les mêmes arguments. Je vais vous donner trois cas. Premièrement, parce que c'est suspect de chercher à remplacer, de modifier juste la Constitution à la veille des élections. D'abord, c'est des principes que même la charte africaine de la démocratie, de l'Union africaine, interdit. Même au niveau de la CEDEAO, on ne change pas les règles du jeu juste à la veille des élections. On a déjà connu ça. Pourquoi? Parce que la conséquence serait, si nous modifions, si nous avons une nouvelle constitution, ça veut dire on remet les pendules à zéro. C'est une nouvelle république qui est créée. Ce sera par exemple une 4e république. Et si dans cette 4e république, on vous dit qu'il n'y a plus de durée des mandats présidentiels, mais surtout qu'on le dise ou pas, ça veut dire que les mandats actuels de l'actuel chef de l'État ne comptent plus. Il aura le droit de postuler autant de fois
que la nouvelle constitution aura prévu. C'est assez suspect, non? Vous trouvez ça normal? Or, le but de notre constitution ici, c'était de résister à ces verrous. C'est pourquoi ces verrous a résisté à Joseph Kabila. Et l'actuel président a la latitude encore de postuler. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de parler d'une modification de cette constitution. Et nous ne sommes pas naïfs. Nous entendons tous ces discours qui nous disent le coût de l'organisation des élections. Par exemple, tout un suffrage universel pour les présidents. Pourquoi ne devrait-il pas être élu au second degré? Au second degré. Ça, c'est... Quand on sait qu'il n'a pas aussi des pouvoirs exorbitants et que la question de la conduite de politique publique est l'affaire du gouvernement. Le coût de l'absence de légitimité du président de la République, nous continuons toujours à les payer. Il est de loin plus lourd. Il n'y a pas de coût quand il s'agit de l'exercice de la souveraineté du peuple. Je vous ai dit d'où est venue cette constitution. Le coût, ce seront des rébellions. Les coûts, ce seront des sécessions. Et on les a connus. Qui connaît ces coûts-là en termes de vie humaine, en termes de recul de la société, en termes de recul du développement dans notre pays? Qui connaît ces coûts-là? On ne sait pas l'évaluer. C'est un faux problème et c'est un mensonge. Surtout quand on voit toutes les sommes colossales qui sont détournées chaque jour dans ces pays, dans les scandales Chile-Gelou que vous décriez chaque jour ici, dans les scandales de 100 jours, et vous allez nous dire qu'il y a le coût. En plus, on a toujours eu un partenariat au développement pour ça. C'est un faux problème, c'est un mensonge. Chaque fois que les gens brandissent là, c'est parce que ils sentent qu'en réalité, et c'est une bonne chose pour cette constitution, elle n'est pas parfaite parce qu'aucun texte juridique ne peut être parfait. Néanmoins, dans beaucoup de ces dispositions les plus intangibles, elle a résisté aux tentatives de revenir aux situations pour lesquelles, justement, il a été nécessaire de la créer. Notamment le pouvoir à vie, le non-respect de la durée des mandats et la confiscation de pouvoir par un groupe d'individus, hein, au détriment des institutions et du peuple. Vous accusez qui? C'est Félix Tshisekedi qui veut modifier la Constitution pour s'offrir d'autres mandats, au-delà des mandats qu'il a? Non, vous me posez une question et je vous dis, parce que vous m'avez parlé du professeur Mbata, j'ai dit, moi je serais surpris qu'il s'agisse de lui. Pourquoi? Parce que nous étions ensemble dans le combat. Encore que là, on est dans le domaine des si, hein. Ça peut venir nous dire que nous lui prêtons des intentions, oui. Rien n'est encore formel. Hein. Oui, alors, c'est pourquoi je vous ai dit, moi ça m'étonnerait qu'il s'agisse du prof Mbata. Pourquoi? Parce que il a toute une panoplie d'arguments qu'il développait avec pertinence pour le maintien de cette constitution. Il a même attaqué à l'époque les tambourinaires, les turiféraires du régime du pouvoir à vie qui voulaient modifier la constitution. Il a parlé des gestionnaires de l'inanition de la nation. Vous vous rappelez de tout ça? Donc je vous dis, pour moi c'est juste impossible, inconcevable. Et le prof Mbata avait raison. Et cette constitution a résisté aux assauts. Vous voyez, il y a dans cette constitution des dispositions qui permettent qu'elle puisse être modifiée. Par exemple, on l'avait modifié pour les tours. Les 2 tours. Il faut revenir aux 2 tours parce qu'on a bien compris qu'avoir un président de la République qui pourrait être élu à 13%, 8%, etc., ça ne reflète pas et ça joue sur sa légitimité. Il faut qu'il ait des agrégats d'alliance autour de lui pour qu'au second tour, il puisse être suffisamment représentatif au regard des missions qui lui sont dévolues. Donc ici, il ne s'agit pas d'accuser, ici, il s'agit de tirer la sonnette d'alarme. De dire que s'il y a des gens qui sont des braconniers du droit, ou des bricoleurs ou des pyromanes juridiques, c'est le moment d'arrêter. Vous n'allez pas dire de Mbata qu'il est braconnier du droit. Ça, c'est vous qui le dites. Non. Ça, c'est que vous le dites. Parce que moi, je connais du prof Mbata un excellent constitutionnaliste. Non, si c'est lui qui porte le non, là, on est dans les si. Non, je ne pense pas. Parce que si véritablement tu sais que serait compliqué remplacer la constitution, il trouvera les juristes. Kabila, quand il a tenté de le faire, on a dit qu'il a utilisé Évariste Bochard. Il n'est pas braconnier. Vous avez cité un nom. Moi, je ne pense pas. Mais j'ai dit, en tout état de cause, parce que la question n'est pas sur les individus. Mais aujourd'hui, cette constitution, au regard des compromis que je vous ai expliqués, au regard du contexte de son élaboration, au regard des témoins encore qui ont participé à sa mise en œuvre, donc de ceux qui ont participé à son accouchement, que je vous invite instamment, je vous prie, invitez Olivier Kamitatou, invitez Henri Mova Sakani, invitez Bob Kabamba. Vous aurez des meilleures lumières que les modestes que je puisse vous apporter ici. Donc je vous dis, vous saurez pourquoi on ne doit pas y toucher et qu'elle a à son sein les dispositions qu'on peut toucher. La réalité, c'est quoi? C'est un peu comme... moi, je n'étais pas très fort dans les mathématiques. Donc, mais ce n'était pas une raison
Si j'étais pas fort dans les mathématiques, j'allais chez les amis qui s'y connaissaient et qui m'expliquaient les principes. C'est pas une raison pour demander de supprimer les mathématiques ou de les ramener à un niveau plus bas. Donc s'il y a des gens aujourd'hui qui, avec cette constitution, ne parviennent pas à traficoter, à bricoler, à faire du braconnage juridique, c'est une raison pour la dégager en cherchant des arguments spécieux. Ça, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux, Perrault. Je tire la sonnette d'alarme et tous ceux qui nous suivent, qui puissent comprendre. Une constitution en elle-même n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est ceux qui sont appelés à la pratiquer. Nous avons affaire à une classe politique de la tricherie, de la corruption. Donc, quand les textes commencent à les bloquer, quand l'évidence les rattrape, ils cherchent à galvauder. Quand ils ne parviennent plus à contourner, ils veulent changer. Donc, en réalité, cette constitution, c'est comme l'élaboration des règles du football. Et on a maintenant des joueurs qui sont tellement nuls à jouer le foot qu'ils commencent à appliquer les règles du handball. Et donc ils vous disent, moi je peux tenir les ballons à la main, je cours jusqu'au carré de l'équipe adverse et je lance le ballon, ça doit être un but. Je dis non monsieur, ici on est au football. Il dit ah non, dans ce cas, il faut changer le foot, appeler ça désormais, il faut plutôt appeler handball football. C'est ça en fait leur idée. Ils sont dans la tricherie et ils sentent qu'une constitution est en train de les bloquer. Cette constitution pour laquelle, n'est jamais oublié, nous avons tous voté dans notre majorité par référendum son maintien. Donc il n'y a pas aujourd'hui raison qui... Si une telle éventualité arrivée, tu descendras dans la rue, tu t'opposeras farouchement comme d'habitude. Hein? L'article 64. De la même constitution. La réponse à votre question, cher Perrault Louara, se trouve dans la constitution. Parlons justement de l'article 64, maître Hervé Diaké. On sent de plus en plus que le régime du Tshisekedi ne nous donnera pas des élections en 2023. Vous avez vu la guerre entre Kadima, Kazadi, tout ça, tout ça. Vous, quel est le scénario que vous envisagez si en 2023, Tshisekedi n'organisait pas les élections? Je pense que, soyons d'abord factuel, je n'aime pas faire de la politique fiction, vous le savez, à plusieurs reprises vous m'avez pratiqué sur votre plateau à plus d'un titre, parce que quand je n'ai pas le fait, je ne veux pas me transposer. Mais je donne quand même quelques éléments qui pour moi sont des signaux inquiétants. Le premier signal, c'est la guerre Denis Kadima et Nicolas Kazadi. Là, je précise une chose, j'ai toujours considéré la CENI Denis Kadima comme une structure issue d'un forfait, d'une forfaiture, de la tricherie. Okay? Donc je l'ai toujours contesté, y compris sa plénière et même le bureau issu du débauchage. Exactement ce qu'on avait décrié chez Kabila. Il n'empêche que... Mais c'est trop tard, hein, c'est déjà fait. C'est pourquoi j'ai dit, je fixe le contexte. Okay. Rien n'est jamais trop tard en ce qui concerne ce qui est mal. On peut toujours rectifier. Et sinon, de toute façon, c'est comme un boomerang, les effets finissent par nous rattraper. Il n'empêche que je suis un farouche partisan de l'indépendance de la CENI. Et la guerre Kazadi Nicolas et Denis Kadima a démontré quelque chose de dangereux. C'est une tentative insidieuse de l'exécutif via les ministères des Finances de se mettre, en fait, de mettre les finances de la CENI sous tutelle. La CENI est une institution d'appui à la démocratie créée par la Constitution, celle-ci. Dotée de la personnalité juridique, ça veut dire qu'elle agit en justice, elle a sa propre personnalité, elle n'a pas une tutelle. De l'autonomie administrative, donc elle élabore ses propres règles, son propre règlement, elle recrute son propre personnel et elle élabore ses propres textes circulaires sur base des textes qu'ils ont créés. Et dotée de l'autonomie financière. C'est la loi organique créant la CENI qui lui fixe son organisation, son fonctionnement et ses attributions. Cette loi organique est déclarée conforme à la Constitution. Pourquoi on parle d'une loi organique? Parce qu'une loi organique est supérieure aux lois, ordinaires et elle a la même valeur que la Constitution. Donc, quand vous voyez le ministre des Finances qui veut stopper l'achat des véhicules des membres de la CENI en disant non, moi je trouve qu'il y a un meilleur prix, okay, et que je vais passer les marchés à votre place, c'est une entorse.
c'est une grave entorse parce que alors il veut se substituer à la CENI. Bientôt, il va aussi dire, je trouve que, vous voyez les urnes là, c'est trop transparent, je pense qu'on peut trouver à Kinshasa des urnes un peu plus sombres et j'achèterai à votre place. Il n'a pas cette latitude. Et la réponse qu'il donne, c'est qu'il y a tentative de détournement, mais gestion, etc. Nous, on n'est pas là pour soutenir la gestion. Mais on est là pour vérifier si lui, il a capacité ou de donner à sa tutelle BSECO le droit de commander... La compétence étant d'attribution. Exactement. Les risques, c'est quoi? C'est que vous allez voir une sorte d'injection de tous ces services-là dans tous les marchés des livrables liés à la CENI. Non seulement on va maintenant connaître la vraie gabégie et tout ce qu'on a connu dans les Chili, les loué dans les 100 jours, mais vous allez avoir une CENI totalement à genoux. J'ai même été surpris de voir Jules Alinguetti, que j'apprécie énormément, dire qu'il allait envoyer des gens dans la fameuse patrouille à la CENI. Non, il n'a pas cette prérogative. C'est le président de la CENI qui peut l'inviter pour audit. La CENI rencontre... Non, laissez-moi finir. Il y a quand même les finances publiques à la CENI. Oui, mais il y a les finances publiques partout. On n'a pas dit que la CENI ne rend pas compte. La CENI n'est pas autonome pour tricher. La CENI n'est pas non plus autonome pour détourner. Mais la CENI rend compte à qui et quand. La CENI rend compte à la fin de chaque opération à l'Assemblée nationale et à la Cour de compte. Si la CENI veut qu'on assure les contrôles des finances, ok, elle ne peut inviter Gilles Alinguetti. Mais Gilles Alinguetti ne vient pas de par lui-même. Vous voyez? Donc on n'a pas dit que... Moi, vous le savez, je vous ai dit en amont. La CENI Kadima est issue, en ce qui me concerne, d'un coup de force d'une tricherie et l'ensemble de ses membres sont issus d'un débauchage. Il n'empêche que l'institution, parce que cette institution est celle dans laquelle j'ai travaillé, qui était la CEI. Donc j'ai le devoir moral d'en défendre l'indépendance, même si elle a eu beaucoup elle a beaucoup démérité dans la situation. Revenons sur le glissement. Je pose la question sur le glissement. On sent qu'il n'y en aura pas. Quel est le scénario? Vous allez dire quoi? En 2023, si Tshisekedi ne nous donne pas les élections, vous redescendez dans la rue. Je réponds à votre question, mais je cite quelque chose. L'actualité, et c'est vous qui nous informez d'ailleurs, on a reporté les élections de gouverneurs. À la fin, oui. Mais ça, c'est encore une preuve de la dépendance de la CEI. C'est vrai que la CENI plutôt, peut repousser. Mais quand elle repousse, en ayant fixé une date, peut repousser un scrutin, c'est sur base des éléments techniques qui lui sont propres. Ce n'est pas sur base des contingences et des retards des politiciens. Si les politiciens sont en difficulté, c'est moi ou du tout. Il y a des candidats qui peuvent être indépendants, qui ne sont pas dans des plateformes, où on constate que l'institution n'est pas en mesure de pourvoir au remplacement, et on applique l'autre principe du remplacement des institutions politiques par les institutions administratives, les temps nécessaires. La CENI n'est pas là pour avoir son calendrier dépendant. C'est ça le problème. C'est ça le problème de son absence de dépendance. C'est-à-dire que le report là est lié à une injonction venue de l'Union sacrée qui a des problèmes d'harmonisation des listes. Vous accréditez cette thèse-là? Moi, je n'accrédite pas cette thèse, mais je ne comprends pas que la CENI, après avoir annoncé un calendrier, n'a pas donné les raisons pour lesquelles elle a reporté. C'est ça les faits. Je vous ai toujours dit que j'aime être factuel. La CENI reporterait en disant, il y a eu... J'ai vu les communiqués, ils ont parlé des problèmes d'argent, je crois. Éboulement. Il y a eu trouble, il y a eu quelque chose, je comprends, où le matériel n'a pas pu arriver, etc. Ça, c'est autre chose. Mais si vous me dites qu'il y a un problème d'argent, qui doit donner cet argent? Ne vous ai-je pas dit en amont que justement il s'installait une tutelle insidieuse, que la CENI était dotée d'autonomie financière, et que Denis Kadima s'était plaint de ne pas avoir les budgets des opérations, et en réponse de quoi on lui a dit oui mais vous surfacturez sur les véhicules, alors qu'on parlait des budgets des opérations et non des budgets des fonctionnements, et que les ministres des Finances, à la rigueur, s'ils pensent qu'il y avait des tournements, ils n'avaient qu'à les dénoncer, mais ils ne pouvaient pas se substituer à l'institution ou amener BSECO à commander. Revenons maintenant à ce que vous me dites 2023, s'il n'y a pas élection, parce que visiblement c'est vraiment vers ça. Est-ce la première fois? Alors moi je vous ramène au propos d'une personne avec qui nous étions dans la lutte, que j'admirais beaucoup, et pour qui j'ai toujours beaucoup de considération, Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il disait des Kabila s'il n'y a pas élection? En 2018? Déjà en 2016? Déjà en 2016. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si Kabila n'est pas président.
Bon, écoutez, maintenant, ne me posez pas de questions, donc les réponses sont connues. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Mais non, s'il n'y a pas l'élection en 2000... Référez-vous au discours de Félix Antoine. Il a dit quoi concrètement? Vous venez de décider. Non, c'est moi qui pose des questions. Non, ici, mais moi aussi, je vous donne les sources. Vous aimez voir les sources, je vous ai donné les sources. La Constitution a donné des durées de mandat. Nous devons commencer à les respecter. C'est bien pourquoi cette Constitution commence à déranger. Mon cher Perrault, vous louez une maison. Vous avez un contrat de bail. Si à l'issue du terme, vous avez épuisé la durée d'occupation, chaque jour que vous passez dans cette maison, vous êtes poursuivable pour occupation illégale. C'est une infraction. Tous les mandats de nos autorités sont limités dans les temps. C'est la volonté du constituant. Cette constitution à laquelle on ne doit pas toucher parce qu'elle nous protège. La constitution ici a été élaborée en tenant compte de l'expérience du passé et des conséquences ainsi que des inconséquences des comportements des politiques. Et elle est parvenue, malgré ces turpitudes, à les mettre face à leurs turpitudes. Il y a un mandat qui a une durée, à l'issue de laquelle on doit pourvoir au remplacement. Et si vous avez la latitude de vous présenter à nouveau, vous vous présentez et c'est limité. Si on arrive à l'échéance de votre bail, cher Perrault, même si vous brandissez les contrats de bail, il est expiré. Et quand le contrat de bail est expiré, on peut vous expulser du domicile à tout moment. Parce que vous êtes là occupant sans titre ni droit. On a l'article 70, on a aussi la jurisprudence Kabila, il peut s'appuyer là-dessus. Mais non, les fameux restes... Il a même une jurisprudence d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Non, un arrêt unique qui, de toute façon, n'a jamais pu avoir une autre version dans le monde du droit. C'est un arrêt isolé, totalement partial, et un arrêt stipendié total. On ne peut même pas... Non, mais c'est une jurisprudence dont on peut faire valoir devant un tribunal. Non. Premièrement, c'est le moment d'ailleurs de préciser, puisque vous m'appelez aussi des fois votre expert, on parle des jurisprudences lorsqu'une décision de justice a suffisamment rencontré d'autres décisions similaires. La jurisprudence ne commence pas par une seule décision. Il faut que plusieurs autres décisions concernant les mêmes cas aient été traitées de la même manière. Or, cette décision isolée de la Cour constitutionnelle sous Kabila, qui était totalement au botte, n'avait aucun précédent et n'avait eu aucune succession. C'était une décision pour les besoins de la cause. La preuve, malgré cette décision, ils ont été obligés d'aller aux négociations. Pourtant, j'aurais dû dire, bon, mais alors, puisqu'on a une décision et qu'on est légitime, on a notre cour qui nous a pondu notre belle décision, pourquoi aller négocier? Ils sont allés aux négociations. Qui a appelé les négociations de la Cinco? C'était Kabila. Il a commencé avec Kodjo, ça n'a pas marché. Il a appelé la Cinco. C'est pour vous dire qu'ils étaient bien conscients que leur décision-là était unique. Elle n'avait aucun fondement. Donc vous combattez, M. Tshisekedi, pour que, s'il n'organise pas les élections, qu'il... Pourquoi dois-je combattre Tshisekedi? C'est lui le président de la République. Non, mais je n'ai pas besoin de le combattre. Moi, je soutiens la Constitution et les respects de la Constitution, comme nous les soutenions ensemble. Pourquoi dois-je le combattre? Nous soutenions ensemble la Constitution. Et lui, il a prêté serment pour respecter la Constitution. Et d'ailleurs, il rappelait à son prédécesseur, qui avait fait ces glissements-là, que c'était totalement inacceptable. Pourquoi dois-je le combattre? On va juste appliquer la Constitution. On va petit à petit vers la fin. Maître, ça fait plus de 20 jours que M. François Béat est dans les geôles à la NER. Il était au salon, j'ai appris qu'il est monté aujourd'hui au 4e niveau où un appartement lui a été fait. Il est en prison donc, au cachot de la NER. Est-ce que la NER a le droit de les garder jusqu'à l'heure où nous parlons? Je ne connais pas les textes qui donnent à la NER plus de prérogatives que n'importe quel OPJ de garder une personne aux arrêts au-delà de 48 heures. Je ne connais pas ces textes juridiques. Non, mais si, c'est quand même, ça dépend aussi de la matière pour lequel, de l'infraction pour lequel... Alors, dans ce cas, il faut qu'il y ait un texte juridique qui les dise. On est dans un état de droit. Les faits sont graves, donc dans ce cas, en règle générale... La sûreté, la sécurité de l'État... Plus les faits sont graves, d'ailleurs, plus les affaires se traitent avec célérité. Donc, oui, on a tous les éléments. Et dans ce cas, on les défère au parquet et au tribunal, on les juge. Au regard de son rang, si c'est peut-être une cour d'appel, on les juge. C'est tout. On ne se complique pas la vie. Il faut deux fois qu'on arrête un peu. Il y a où on est dans un état de droit, on n'est pas dans un état de droit. Donc ce qui se passe à l'heure où nous parlons, c'est une violation grave des droits de M. François Béat pour vous.
Vous avez la Constitution qui vous dit qu'une personne ne peut pas être détenue au-delà ne peut pas être privée de sa liberté devant les OPJ. Or, tout l'ANER est composé d'OPJ en allant de son AG. De son AG jusqu'à ses AG, ce sont tous des OPJ. Parce qu'au-dessus d'OPJ, c'est les magistrats du parquet. Ce sont tous des OPJ. Et tout OPJ ne peut pas garder quelqu'un au-delà de 48 heures. C'est aussi simple que ça. Donc on est en pleine violation de ces droits. En tout cas, oui, à ma connaissance, sauf si on me brandit une loi qui les autorise, eux, à garder les gens au-delà de 48 heures. Et ce sera contraire à la Constitution. Bon, ça c'est dit. Est-ce que vous croyez aussi qu'il y a eu tentative de coup d'État? Comment voulez-vous que je fasse de la politique fiction? Je suis juriste, je suis factuel. Et d'ailleurs, si vous vous référez au communiqué de monsieur, comment pas, Kassongo Mouema. Kassongo Mouema, il vous porte-parole du président de la République. Il vous a pas dit il a dit il y avait des indices sérieux, mais pas de coup d'État. Il dit ça c'était de la rumeur. D'après son communiqué. Là, je suis factuel. Je vous renvoie à son communiqué. Moi, j'attends. En tant que juriste, qu'il y ait un procès et puis qu'on vérifie de quoi il en était. On va terminer, maître. Avec RAM, vous devez être satisfait. Le 1er mars, on va finalement, je vous ai vu au four et au moulin pour combattre sur cette affaire des RAM. Finalement, vous avez réussi à faire capituler le gouvernement. C'est la joie dans votre camp, là. Laissez-moi fixer le contexte. Mon but n'était ni de faire capituler le gouvernement ou de l'amener à continuer à nous ponctionner. J'ai été constitué par des clients qui m'ont demandé, au regard de la loi, de voir pourquoi on devrait continuer à leur prélever de l'argent alors que ce n'était ni un impôt ni une taxe. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est prendre un greffier pour aller notifier une sommation à des entreprises de télécommunications. Une sommation pour leur dire qu'au nom de mes clients, vous devez arrêter de leur prélever parce qu'il n'y a aucun fondement légal dans les prélèvements que vous faites et que si vous ne faites pas dans un certain délai, on va vous assigner en justice. Et vous un greffier qui a été vite arrêté d'ailleurs. Voilà, première chose, c'est que le greffier est non seulement arrêté, un communiqué du tribunal remet en cause même la régularité de ma sommation, ce qui était vraiment un non-sens juridique. Après cela, quand nous avons vu que les délais étaient suffisamment dépassés, nous sommes partis pour enrôler l'assignation au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. On a refusé cet enrôlement. Je vous informe que j'ai aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années dans l'exercice de la profession d'avocat. Je n'ai jamais connu un cas où on refuse d'enrôler un dossier en justice. Donc même en Corée du Nord, chez Kim Jong-un, je ne pense pas qu'on ait un tel schéma. On a refusé d'enrôler. Et ça, c'était inquiétant. Après qu'on ait arrêté un greffier, on refuse donc l'accès à la justice. Alors maintenant, on apprend que le gouvernement dit il suspend RAM, mais pendant un certain temps, ils prennent jusqu'au 1er mars. Où une décision est illégale. Et on cesse immédiatement de lui faire produire des effets. On ne peut jamais donner un sursis à une illégalité. C'est un non-sens. Et donc, tout cela nous consolide dans l'idée, ok, très bien, c'est un bon pas vers la bonne direction. C'est un pas nécessaire, mais pas suffisant. Maintenant, nous allons en justice réclamer la restitution de l'indu. Toutes les sommes indûment prélevées au titre des RAM à nos clients. Et j'espère que cette fois-ci, on aura la sagesse de nous laisser enrôler l'affaire. C'est ce que j'allais dire. Je crois quoi. J'espère qu'on va vous laisser enrôler l'affaire. Je suis en train de regarder dans mon carnet pour que je vous libère finalement. La justice appartient au peuple congolais, elle n'appartient pas à un groupe d'individus. Et accéder à la justice, c'est un droit constitutionnel. Allez, on va terminer totalement, maître. Un mot quand même, on a vu Matata être refusé d'embarquer Zoé Kabila. Ça aussi, c'est des choses qui, pour vous, dans votre peau, des défenseurs de droits de l'homme, d'acteurs de la société civile qui dérangent. Oui, c'est gênant. C'est ce qui est encore plus gênant quand j'entends certains amis dire oui, mais ça leur apprendra à comprendre ce qu'ils faisaient aux gens. Je dis non, mais si nous condamnions ça, ce n'est pas pour que nous le répétions nous-mêmes. Ou il y a des faits contre une personne. Vous le dites. Alors, je ne sais pas pour Matata, est-ce que c'est toujours la procédure qui lui interdit de se présenter aux... Est-ce que la procédure contre Matata existe encore, dès lors que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente? La Cour constitutionnelle, à mon sens, aurait dû se déclarer compétente. Elle avait tous les éléments pour juger Matata en tant qu'ancien Premier ministre, dès lors que les faits pour lesquels il était poursuivi étaient des faits commis au moment où il était Premier ministre. L'argumentaire, là, m'a totalement...
semblait contestable et je conteste. Vous voulez vous appuyer sur le principe de la cristallisation de l'infraction? Oui, oui, c'est un principe de cristallisation de fait, oui. Non, mais... Et si tel n'est pas le cas, ou alors son actuel juge naturel aurait dû... Écoutez, c'est une affaire simple. Une personne a la qualité de militaire. Il commet un homicide ou il commet un détournement ou une dissipation des munitions de guerre. Infraction militaire commise par un militaire. Au moment où les faits sont découverts, cette personne est devenue un civil. Il peut même être un ministre. On a par exemple un ministre de la Défense qui est un ancien militaire. Je prends un exemple comme ça. Mais comme l'actuel. Voilà. Mais non, en tant que ministre actuel, son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Mais au regard des faits qui lui sont reprochés, et le rang qu'il avait pendant s'il était général, c'est la haute cour militaire. Tu vois? Donc, il peut autant être jugé par la haute cour militaire, ou bien on peut estimer que vu maintenant le rang qu'il a et la sphère qu'il a, on le poursuit avec la nouvelle qualité. Mais on ne peut pas dire qu'il ne peut être poursuivi ni dans un cas ni dans l'autre. Ça, c'est une anomalie. Donc il y a eu là un cas de Ponce Pilate. Non, mais l'anomalie, c'est justement par rapport à la loi. Vous savez que le droit se tient dans les détails. Non, la loi est claire. La loi est très claire. La Cour constitutionnelle juge le président et le Premier ministre en fonction. Ça, c'est quelles interprétations? Non, mais attendez, c'est ce que la loi dit. Ça, c'est quelles interprétations? La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre en fonction. C'est écrit expressis verbis en fonction. Ce sont des interprétations à la Ponce Pilate. Parce que fondamentalement, le but de la loi, c'est refuser que quelqu'un échappe à la justice. Okay? On vous juge sur base de la qualité que vous aviez au moment de la commission des faits ou sur la base de la qualité que vous avez au moment de poursuite. Mais on ne peut pas dire que ni dans un cas ou dans l'autre, vous n'êtes pas poursuivable. C'est un déni de justice, c'est un non-sens. Ça fait rire les gens dans le monde, ça fait rire les juristes. Vous imaginez ça? Nous sommes en train de soutenir que on ne peut juger personne parce qu'il n'y a aucune de ses qualités au moment de poursuite. C'est des aberrations. Modifions la loi. Il n'y a pas à modifier la loi. On n'a juste pas eu le courage de l'appliquer. Modifions la loi. Modifions la loi. On n'a pas eu le courage de l'appliquer. Mais bon, là n'est pas le problème. C'est pas de toute façon mon rôle. Mais moi, ce que je dis, on n'avait pas de... On ne doit pas entraver la liberté des personnes de circuler. Il n'est pas condamné. Alors pourquoi l'empêcher de circuler? Si c'est le cas de figure, c'est par exemple qu'il devrait avoir une autorisation de circuler, je ne sais pas. On a eu là, au niveau de... Nous dénoncions ça avec l'Assemblée nationale d'Obé-Minakou, où les élus étaient malmenés lors de leurs vacances parlementaires. C'était inadmissible. Ce sont les choses qui ont braqué les gens contre le régime Kabila. Alors on doit continuer à répéter les mêmes choses. Maître, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Quand on est avec Hervé Diakessé, on s'en sort à la fois nourri intellectuellement, politiquement. Mais rappelez, s'il vous plaît, aux braconniers du droit et aux pyromanes juridiques de ne pas toucher avec désinvolture à cette constitution qui n'a que 16 ans et qui est le fruit d'un grand compromis et qui a été surtout adopté par l'ensemble du peuple congolais par référendum. Allez, l'émission est terminée. Madame, messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. L'invité du jour, c'était Maître Hervé Diakessé, avec qui on a fait un peu la lecture de l'actualité dans le pays. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous et très bon week-end dans vos maisons. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.